Okay, it's already 5 past time. So thank you so much for your patience and welcome to this webinar. Good morning, good afternoon, good evening, whatever the case may be. I am Ayuk Manuel, your moderator for today. I'm a conference interpreter as well, and I am thrilled to be with you here today. So, you are welcome to this webinar, Inspiring Talks. And just so you might ask the question, who is behind this event? So, this event is brought to you by Translate Pro. They're a language services firm that really focus on quality, that is combining human expertise, with smart technology. They've done work for several big names like the United Nations, GIZ, the Cameroon Senate, the Gulf Institute, and many others. And they were equally named the best translation agency in Cameroon twice, that is in 2023 and 2025. But what brings us here today is their commitment to women, their commitment to supporting women. March is International Women's Day month, and Translate Pro wants to shine a light on women in the language industry, especially those who are both moms and professionals. And let's be honest, nowadays, most youths do not really have role models, or should I say, they can't easily find someone they can look up to or someone they can truly relate to. And that's why Inspiring Talks is about this. It is out to give a voice to experienced professionals who can inspire the next generation. So, what are we talking about here today? We are talking about moms. We're talking about an interesting topic, and we will talk about the real everyday life of women who juggle headsets and bedtime stories, deadlines, and even doctor's appointments. So, the struggles, the little victories, the tips and tricks, and how to make it work. So, our goal here is simple. We are here. Uh, of course, we've invited interesting panelists who are going to share their experience with us. So, let me just briefly talk about or introduce our panelists. We have wonderful professionals in our midst today, amongst which are Tek Motale, a conference interpreter and consultant based in Canada. We equally opportune to have Winnie Ngola, a freelance conference translator and interpreter, also based in Canada. And finally, Simo Mara, a freelance translator and a web content writer from Cameroon. So just before I introduce the first panelist, uh, permit me to just remind us that interpretation services are available. So don't forget, you could just scroll the toolbar and you'll see the globe icon. The globe icon helps you have access to interpretation services, be it into English or into French. So the language is simply, it will be at your discretion. Donc, voilà. Sans plus tarder, je vais introduire la première panéliste, qui est une interprète de conférences et consultante basée au Canada, dont le parcours illustre parfaitement l'excellence et la rigueur dans les métiers de la langue. Interprète accréditée par le gouvernement du Canada pour les paires de langue français-anglais, elle possède une solide expertise dans les domaines juridiques et financiers avec un parcours antérieur en droit et en relations internationales. Elle n'hésite jamais à souligner l'importance et à convoquer ses connaissances antérieures
et acquises dans la pratique de l'interprétation de conférences. Ayant récemment obtenu une certification en traduction, elle compte étendre son expérience étendre son expérience à la traduction de documents complexes dans les secteurs de la finance et du droit, où elle envisage d'intervenir pour des institutions exigeantes. À travers ses publications sur LinkedIn, cette dame partage régulièrement des extraits de ses travaux et de ses réflexions sur l'évolution de nos professions, contribuant ainsi à la visibilité et à la reconnaissance du métier d'interprète. Femme de défi, consultante avisée, elle incarne cette double compétence technique et humaine qui fait la force des interprètes chevronnés. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Tecle Motalet. Madame Tecle, vous avez la parole. Donc, pouvez-vous nous en dire plus et partager votre expérience avec nous? Qu'est-ce que ça fait? Comment conjuguez-vous le rôle de maman et d'interprète professionnelle, traductrice interprète professionnelle? À vous la parole. Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à tout le monde. Bonjour, bon après-midi, bonsoir en fonction de votre position géographique. Bonjour à mes copanélistes qui sont des amis et des femmes que j'admire au quotidien. Merci infiniment à Transla Pro d'avoir organisé cette session et j'espère qu'on aura une session interactive et riche pour tout le monde. Merci aussi pour la présentation qui a été suffisamment bien élaborée. Je ne sais pas ce que j'ajouterais d'autre. Juste dire que j'ai un master en interprétation de conférences obtenu par l'entremise des programmes de traduction et d'interprétation de l'Université panafricaine, abrité par l'École supérieure de traduction et d'interprétation du Cameroun, ASTI. Alors, si certaines personnes jugent que l'interprétation n'est pas suffisante, vous pouvez poser vos questions plus tard et je pourrai renchérir, mais je crois qu'avec ce qui a été dit, c'est déjà assez suffisant. Maintenant, pour répondre à la question de mon expérience en tant qu'interprète de conférences, traductrice et maman, je dirais que c'est un gros morceau et c'est justement la question à 1 million de dollars. Je m'attendais à l'entendre aujourd'hui. Tout passe par la définition d'abord de ses objectifs. Les objectifs à la fois professionnels et les objectifs dans la vie personnelle. Et une fois qu'on a défini ces objectifs, il faut identifier les objectifs non négociables, c'est-à-dire les objectifs non négociables des deux côtés, du côté professionnel et du côté personnel. Et ce qu'il emporte en cas de conflit entre ces objectifs à la fois non négociables et objectifs normaux, qu'est-ce qu'on est prêt à concéder, qu'est-ce qu'on est prêt à ajuster. Ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Une fois qu'on a identifié ces objectifs, il faut faire un travail de planification. La planification, chacun peut la faire à sa manière. Certains peuvent utiliser des calepins papier, d'autres encore peuvent opter pour des calendriers numériques. Moi, j'ai un calendrier numérique, mais mon calendrier numérique est surtout pour mes initiatives ou pour mes activités professionnelles. Certains ont un calendrier aussi pour les activités familiales. Toutefois, je note quand même les événements marquants, ce que je ne voudrais absolument pas manquer avec mon enfant sur ce calendrier professionnel-là. Mais certains ont jusqu'à des calendriers pour la planification des mets de la semaine. Donc, chacun y va vraiment de sa mesure et de ses capacités. Donc, avoir un planificateur, j'ai mon planificateur professionnel dans lequel j'insère certaines initiatives familiales et j'essaye de jongler comme cela entre les deux. Lorsqu'on fait de la planification, il faut s'engager à respecter les engagements qu'on a pris ou les objectifs qu'on s'est soi-même fixés dans la mesure du possible. Par ailleurs, il faut identifier son système de soutien parce que c'est très important de noter que autant on a la volonté de faire tout, autant on a la volonté d'être à 100% efficace, on ne peut pas l'être parce que toute entreprise humaine est faillible et imparfaite. Donc, identifier son système de soutien. Ça peut être des amis, ça peut être des aides, ça peut être la famille. J'ai eu la chance d'être vraiment entourée de ce système de soutien-là, composé de plusieurs personnes que je remercie au passage.
au risque d'en oublier certains, je vais me garder de les nommer, mais je voudrais que ces personnes comprennent l'importance qu'elles ont eue dans ma vie et surtout dans cette nouvelle expérience qui a été la mienne depuis 3 ans exactement. Donc, identifier ce système de soutien-là, c'est très important. Et une fois qu'on a identifié son système de soutien, il est important de s'amuser. Parce que si on perçoit sa vie professionnelle ou sa vie familiale comme un fardeau, on ne s'amuse pas vraiment. On prend une étape à la fois. Aujourd'hui, j'ai réussi à déposer mon enfant à la garderie, j'ai réussi à jouer avec mon enfant. Je le vois comme un fardeau de toutes les façons. J'avais prévu le faire, je l'avais noté. On ne prend pas le temps de savourer ce moment qu'on passe avec ces personnes qui nous sont chères. Pareil sur le plan professionnel. Ah, encore aujourd'hui des réunions, il faut se préparer, il faut se réveiller, préparer ces réunions. C'est une corvée. Encore ce travail de traduction qui va me tenir éveillé toute la nuit, il faut que je le fasse, c'est une corvée. On ne s'amuse pas pleinement et à certains égards, cela pourrait même avoir des répercussions sur notre productivité. Donc, toujours et toujours s'amuser, c'est devenu mon cheval de bataille du moins depuis 2026. C'est vrai que j'essayais déjà de le mettre en œuvre, mais maintenant je le fais de façon beaucoup plus consciente. Et aussi, j'insiste sur le fait qu'on devrait se donner de la grâce. Parce que comme je l'ai dit, aucune entreprise humaine n'est infaillible, personne ne peut être parfait. On peut se fixer 100 objectifs et à la fin de la journée, ne réussir à atteindre qu'un seul. On devrait célébrer même le fait d'avoir essayé d'atteindre ces objectifs-là. Toujours se donner de la grâce, se dire que voilà, je me suis fixé des objectifs, j'ai pu atteindre certains et pas d'autres. Je célèbre mes succès, je célèbre même mes échecs. J'apprends pour l'avenir, je m'ajuste pour l'avenir. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Je ne sais pas si vous avez dit personnelle ou son rôle de maman. Ça dépend de comment on le voit en fonction de tout le monde. Et je pourrais réagir à nouveau si il y a d'autres éléments de la question qui n'ont pas été abordés. Merci. Merci infiniment pour votre présentation. Et donc, euh, comment gérez-vous les périodes des périodes de forte charge de travail? Comment est-ce que vous arrivez à trouver des solutions malgré la charge de travail qui pèse sur vous? Comment est-ce que vous faites ça? Ok, merci pour la question de suivi. Les périodes fortes de travail en tant que professionnel à son propre compte, on doit d'abord se rendre à l'évidence que ça fait partie de nos vies. Les périodes de pic, comme on les appelle, parce que on travaille surtout sur une base ponctuelle. Ce n'est pas tous les jours qu'on a du travail tous les jours. Il y a des périodes creuses. Donc moi, ce que je fais, et ça me ramène à l'idée de s'amuser, c'est que je m'amuse tout simplement. J'ai pris des engagements, je dois les respecter. Je dois préparer mes réunions. Le fait d'être dans une période de pic ne m'empêche pas de préparer mes réunions. Je me prépare autant pour une session de toute la journée que pour une session d'1 heure. Je fais j'utilise le même canevas, j'utilise le même rythme, le même sérieux. Je me prépare. Bien sûr, il peut y avoir des moments où le corps lâche, où le corps n'en peut plus, ou alors on a pris des engagements et il nous est difficile de les respecter parce qu'on a beaucoup trop sous la main. Dans la mesure du possible, si je sais que je ne pourrais pas m'acquitter d'une tâche, je me fais remplacer ou je propose de me faire remplacer. Je propose aussi que je ne peux plus rendre ce service et je demande une mise en disponibilité. Et s'il faut intervenir pour me faire remplacer, je n'hésite pas. Mais pour le reste, ce que j'ai décidé de faire, je le fais. Il se peut aussi qu'en dehors des conflits ou des programmes professionnels concurrents, on a d'autres programmes concurrents, familiaux notamment, ou d'autres exigences. À ce moment, j'identifie quelle est l'urgence. Est-ce qu'il est plus urgent, par exemple, pour moi, d'amener quelqu'un à l'hôpital? Est-ce qu'il est plus urgent pour moi de faire autre chose d'autant urgent? Ou alors est-ce qu'il est plus urgent pour moi de couvrir cette réunion que j'ai acceptée? Et je me décide en conséquence. Mais sinon, de façon générale, quand je suis submergée, je pense à mes périodes creuses parce qu'il y en a toujours en tant que freelance, des périodes où je ne gagnerai pas d'argent. Je prends un verre d'eau ou je prends un verre de thé et je continue.
D'accord, c'est vrai quand même de se concentrer sur ce qui sur ce qui nous nourrit. Donc, j'aimerais savoir quelles sont euh, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées après être devenue maman? Est-ce que, quel a été, pouvez-vous nous décrire votre parcours? Comment est-ce que ça a été? Ok. Honnêtement, je dirais que je n'ai pas eu de grandes difficultés jusqu'ici. Je précise jusqu'ici parce que c'est tout un parcours. C'est un parcours. On est parent toute une vie. Tout commence à partir de la conception et on devient parent jusqu'à l'âge adulte ou jusqu'à notre mort. On est toujours parent de quelqu'un une fois qu'on a décidé d'avoir des enfants. Donc, je n'exclus pas le fait que je pourrais me retrouver dans une situation un peu plus difficile à l'avenir. Mais jusqu'ici, je dois dire que ça a été sans difficulté majeure. C'est un cycle réparti en plusieurs sous-cycles. Il y a la période de la grossesse qui chez moi a été vraiment, je peux dire, la meilleure. J'ai vécu une grossesse assez simple, assez calme. Ensuite, il y a les 0 6 mois où on est en congé de maternité, où on allait. Il y a les 6 à 12 mois, il y a les 12 à 2 ans. C'est l'épisode auquel je suis rendue et il y en aura d'autres. Il y aura d'autres cycles. Donc, pour tous ces cycles, honnêtement, ça s'est relativement bien passé. J'ai pu compter sur des soutiens. J'ai pu obtenir de l'aide rémunérée, de l'aide volontaire, de l'aide bénévole. Et je l'ai utilisé, je l'ai utilisé pendant cette période. J'ai bénéficié d'un congé de maternité quand j'ai eu mon enfant, congé de maternité de 6 à 7 mois, où j'ai pu me concentrer sur cette tâche d'être mère. J'ai travaillé avec mon enfant dans les bras, j'ai interprété avec mon enfant dans les bras ou sur mes pieds pendant qu'elle était endormie parfois ou pendant que, elle parlait au micro certaines fois. Et c'est la raison pour laquelle, généralement, en tant qu'interprète, qui est ma principale source de revenus, on travaille en pair. Lorsque c'est difficile et qu'on n'en peut plus, on peut passer facilement la main à notre concubin ou concubine si on travaille avec quelqu'un d'assez compréhensible. Donc, j'ai fait ces choses. J'ai travaillé avec mon enfant dans les bras et j'ai pu juste naviguer ces situations-là que je ne considère pas vraiment comme des difficultés, mais plutôt comme des étapes de la vie. Aussi, entre la période de 0 à 6 mois, mon enfant était très attachante. Elle avait besoin de la présence de sa mère à tout moment. En ce moment, j'étais peut-être submergée et je pouvais le considérer comme une difficulté, mais ce n'est plus trop le cas aujourd'hui. Surtout que j'ai pu trouver des moyens de contournement. J'ai utilisé par exemple un porte-bébé à nœud parce qu'il fallait que je me fasse à manger, il fallait que je continue de faire du ménage, sa lessive et autre chose. Désolée, est-ce que c'est possible de couper le micro de la personne qui parle en fond? Je ne sais pas si l'animateur ou l'animatrice de la réunion peut le faire. Ok, merci beaucoup. Alors, comme je le disais, cette période-là où l'enfant est beaucoup attaché à sa mère, et ça dépend aussi des enfants, j'ai pu le percevoir à ce moment-là comme étant une difficulté, mais plus vraiment aujourd'hui, parce que je le vois aujourd'hui plus comme une étape de la vie. Et comme je le disais, j'ai trouvé des moyens de contournement. J'ai par exemple fait du ménage, je me suis fait à manger, j'ai travaillé avec l'enfant dans un porte-bébé à nœud. J'ai sollicité de l'aide pour les fois où je travaillais et où je ne pouvais pas m'occuper de mon enfant. Donc, il y avait des personnes qui se sont occupées d'elle pendant que moi je travaillais. Et c'est ainsi que j'ai pu traverser cette période. Mais parler de difficultés majeures, jusqu'ici, je n'en ai pas eu. Merci. Wow. Intéressant à vous entendre parler. On aurait l'impression que c'est facile de jumeler la vie de maman et sa vie professionnelle. Mais juste une toute dernière question, si vous me permettez. Alors, vous avez mentionné le fait que vous avez eu à travailler avec votre enfant. Donc, est-ce que vous étiez vraiment dans la cabine avec votre bébé? Et si oui, quelle a été la réaction de votre supérieur? Ah oui, c'est ça. Désolé, sans doute, c'est un élément très important sur lequel
je juge important de revenir parce qu'avec la COVID, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'interprétation de conférences, nous servons de pont entre des équipes qui voudraient se comprendre, qui peut-être ont le même parcours académique ou professionnel, c'est-à-dire sont des experts en la matière sur la thématique qui est discutée, mais sont confrontés à une barrière linguistique et ne peuvent donc pas se comprendre à cause de cette barrière linguistique dont nous intervenons comme étant des ponts linguistique et pas que, parce que pour être un bon linguistique, il faut également connaître la thématique et connaître beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu entre ces groupes communicants-là. Donc, auparavant, notamment avant la COVID-19, notre travail se faisait surtout en présentiel, dans les salles de réunion où nous étions sollicités, soit pour de l'interprétation simultanée avec un équipement approprié et qui relaie les propos d'une partie à l'autre partie dans sa langue de réception en utilisant un équipement approprié pour cela, soit en consécutif où vous êtes dans la même pièce sans aucun dispositif électronique particulier et où vous entendez un énoncé linguistique et vous le transmettez dans une autre langue après avoir entendu et pris quelques notes. Donc avant, ce travail-là se faisait surtout en présentiel dans des salles de réunion, dans des salles de congrès, dans des hôtels qui ont des salles de réunion et autres dispositifs à cet effet. Mais avec la COVID, il est devenu presque impossible de se retrouver dans des espaces clos ou dans des espaces avec une distance de sécurité qui n'était pas respectée. Et donc, grâce à des personnes qui ont été illuminé à ce moment-là de nous créer des plateformes de réunion, on a quand même pu se remettre en selle après un certain moment. Et je fais référence à des plateformes de réunion telles que Zoom, Teams, WebEx, Interplify, Interactio, Kudo, et j'en passe. Donc désormais, on peut travailler depuis sa maison, depuis le confort de sa maison ou depuis un autre endroit sans forcément être dans la même pièce que ces groupes qui sont censés communiquer. Donc, ce que j'ai omis de dire, c'est que majoritairement, lorsque j'ai été en maternité, je travaillais depuis la maison, donc en ligne. Et quand je parle d'avoir mon enfant dans les bras, j'étais surtout devant mon ordinateur avec mon casque, comme j'en ai un présentement, ou un micro de table, et avec mon enfant dans les bras. Donc, c'est la nuance que j'ai oublié d'apporter et qui est d'ailleurs très intéressante, surtout avec notre situation pour nous qui avons des familles ou qui avons d'autres responsabilités. C'est venu comme du pain béni parce que désormais, on n'a plus forcément besoin de se rendre quelque part où on doit utiliser ce dispositif d'interprétation pour le faire. Ok, merci infiniment pour votre partage, chers participants. J'espère que vous êtes tous à l'écoute, hein, et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, car après cette présentation, il y aura une session Q&A. Donc, merci infiniment, Tekle, pour votre présentation. Je vous en Alors, prie. merci. Donc, sans toutefois tarder, je vais tout de suite présenter notre deuxième panéliste, qui est traductrice et interprète de conférences basée au Canada. Depuis 12 ans, elle évolue avec aisance dans cet art subtil qui consiste à ne pas simplement traduire des mots, mais à transmettre des idées, des intentions et parfois même des silences. Avec deux masters en poche, l'un en traduction et en interprétation de conférences, elle maîtrise aussi bien la précision de l'écrit que la spontanéité exigeante à l'oral. Et croyez-moi, dans son métier, il n'y a pas de bouton pause. Son parcours l'a menée au cœur des secteurs aussi pointus que l'aviation, le droit, les droits humains, la santé ou encore le commerce international. Des millions de mots traduits, plus de 2500 jours en cabine sur le terrain, mais surtout des milliers de conversations rendues possibles grâce à elle. Et oui, donc là, je parle d'une interprète de haut vol, hein, une animatrice et modératrice d'événements. Elle s'est captivée, fait sourire et surtout créer ce lien unique avec des auditoires bilingues. Un talent qui ne s'improvise pas. Elle a accompagné des multinationales, des gouvernements, des organisations internationales et des ONG.
toujours avec cette élégance professionnelle et cette intelligence culturelle qui font toute la différence. Et parce que, et parce que derrière chaque carrière ou parcours inspirant, il y a aussi une histoire de vie. Cette femme est une épouse, elle est maman, elle est une femme qui incarne avec beaucoup d'authenticité cet équilibre tant ce que nous cherchons en fait à construire au quotidien. Donc là, peut-être que vous avez deviné, je parle de Winnie Ngula. Donc, est-ce que Winnie Ngula est là? Oui, présente. Ok, elle est là. Super. Voilà. Winnie Ngola, pouvez-vous vous présenter, nous parler de votre parcours dans l'interprétation de conférences et aussi comment décrivez-vous votre quotidien d'aujourd'hui avec des enfants et une carrière exigeante? Comment est-ce que vous le faites? Merci infiniment, Madame Ayouk, pour cette brillante présentation. Alors là, on ne pouvait pas faire mieux. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier le responsable des opérations de Translate Pro, qui m'a contacté pour faire partie de cet auguste panel. Vraiment, c'est un honneur et un réel plaisir. Merci beaucoup à l'équipe entière même de Translate Pro qui nous a accompagnés depuis près de 2 semaines, si je ne m'abuse, à Tech et Mara. Oui, donc merci infiniment. Et pour toutes les personnes qui me connaissent, ces personnes savent que je suis quelqu'un qui adore la justice. Et pour des soucis d'équité, j'ai décidé aujourd'hui de m'exprimer majoritairement en anglais pour donner un peu du fil à retordre à mes collègues en cabine française et aussi pour qu'ils ils ne se tournent pas les doigts. Voilà. So I will now switch into English. My name is Winnie Angola, and I am a translator and conference interpreter. I've been in the domain for quite 10 years, if I'm not mistaken. And where did I get the master's? The first one, which is translation, was from ASTI, the Advanced School of Translators and Interpreters. And the second one, conference interpreting, was with Tech. We happen to be classmates. And after that, I started out as an in-house translator and interpreter. First, I started with the Senate of Cameroon, where I was a consultant from 2021, no, from 2018 to 2021. And I worked as a translator, an in-house translator and a conference interpreter with the Cameroon Civil Aviation from 2019 to 2024. Then I moved and I relocated to Canada on November the 29th, 2024. With the love of my life and with our kids, we decided to explore a new experience and adventure. So here we go. Here I am in Canada, full-fledged, full freelance interpreter, because this is what I do on a daily basis. I interpret more than I translate, which is not really that bad. I like it because interpretation was more opened for my case. I don't know if it's the case for Tech or Mara, but that's what was more convenient for me. So I cannot remember your question, the last one after my introduction. Can you please refresh my memory? Okay, okay. So, I was asking, how can you describe your day-to-day life as a mother and a career woman? Okay, How do you strike a balance between the two? very interesting question. Thank you so much for that. As a mom, hmm, it's tough. And as an interpreter in a new continent and in a new country with a different set of cultures, of ways of doing things, I must admit it was really different and difficult, challenging because I never traveled abroad, even though I was working with the Civil Aviation Authority. And it was really tough.
It was tough at the beginning because I had to integrate and adapt at the same time. And the integration was um, in many ways as a mom who had to hold the hands of her kids, who were also discovering a new world, a new country, a new school system. And as an interpreter, who didn't know where to go, there was no one to open the door for me. Anyway, a few people who did so. So I had to set up a strategy. And my approach was really to give myself the opportunity to, how will I say that? To find a balance between what I really want to do as a professional and what I really want to give as a mom with kids who are under 6. This is why I decided to start out as a freelancer. I didn't want to be in a in-house position that will prevent me from really being on a daily basis available for my kids. So that's what I decided to do. And it takes a lot of organization. It takes a lot of discipline, self-motivation, because at times there's nobody to tell you, oh yeah, you need to do this or do that. So it really takes a lot of self-discipline, which I was able to do so. My motto is always to never set limits on my own side. I don't want to be the one to to create barriers that might not be there as well for me. So that's what I did, and I think I've been able to reach the target so far. So thank you. Wow, interesting. And so, you said you moved to Canada in November 2024 with the love of your life, and you're exposed to a new culture. So, what is your experience like? Do you think there's a cultural clash when it comes to being a mom and a professional in Cameroon and outside Cameroon? What is your experience? This is quite interesting. Yes, it's a totally different ball game. In Africa, you have what Tech said, your support system. You have your support system. Even if you cannot do a chore or carry out an activity, you have many people around. You have maybe your parents, your siblings, or even friends who can step in and give a helping hand. But here, you don't have that. Or even if you want to have that, you need to be able to fend for yourself and to pay for that, for the services, for those who are here without their siblings or parents for my kids. So it's quite different. And it's also different in such a way that here there's a lot of rigor. It's strict. And the level is really high in terms of how to deliver, how to do your job appropriately. uh, I don't know if the participants were there when we were doing our coordination. I asked a question at the beginning that are the interpreters going to take turns, or how is the setup? Because here, not only you go into your A, which is the traditional setup in Cameroon, I don't know for other regions, but here in Canada, you do both ways because we have turns like per 10 minutes, 15 minutes, I beg your pardon, or 30 minutes or 20 minutes, irrespective of the topic or the team setup. So it's really tough, and I must admit that it requires more practicing. It requires more hours, like late time when the kids are sleeping. You need to really step up your game if you want to really be up to the task, because the competition is also high, knowing that you are a freelancer and no longer an in-house translator and interpreter. So it's a different ball game, I must admit. Okay, wow. So change of environment, change of culture, and probably change of strategies. So
Do you have any coping mechanisms or strategies to help you cope? And please, just before you answer that, I would like to remind our dear participants that interpretation services are available. So please scroll to your Zoom tools, the toolbar, and you click on the globe icon or more. From there, you'll have access to interpretation services and you can switch from one language to the other. Donc, des services d'interprétation temps pour moi sont disponibles. Veuillez cliquer sur l'icône du globe pour y accéder et passer à la langue de votre choix. Donc oui, vous pouvez suivre le webinaire, que ce soit en anglais ou en français. Okay, sorry, voilà. So I was asking, new environment, new culture, new exposure. What were your coping mechanisms whenever you faced difficulties or whenever you faced with some stringent situations? Thank you so much for that. Coping strategy. I remember when I just relocated here, I attended a networking event that was gathering women immigrant entrepreneurs. And there's a powerful statement that the lady said. She said, as women and as immigrant, and more to that, as entrepreneurs, we have a full potential. And the only loophole or the only challenge ahead of us is just a lack of opportunity. So once we get that opportunity, we are able to strike it really right. And she also pointed out that living from an environment where you might have your support system and you can and the weather is not real the weather is conducive because here in Canada we have temperatures minus 45 30, so it's really difficult to interact or to even go out, step out, and even just have a walk. It's really challenging. So what she said is, for us newcomers, we need to find the reason that gives us the opportunity, the reason why we get up every morning and work, step out and put on those heavy snowsuits. You need to find a reason deep within yourself to get ahead. And you will not find something that you don't like, because you definitely need to carry an activity that you like and that you're passionate about, because it's only passion that will help you to overcome all those challenges, whether be it the weather or the new environment, the new setup. You don't have all your friends here, so you need to find something that is motivating to yourself. And that's my coping mechanism. I like dancing and I like interacting with people. So, and I also like talking. I like talking whether in the booth or outside the booth when I am acting as an MC. So that's what I do on a daily basis to cope. I find the little things that make me happy, and that's it. I also volunteer, because volunteering also helps a lot, because when you give yourself to others, that's how you forget about anything that might be bothering you for the meantime. And seeing the smile in the face of the people that you're helping, it's a different sensation. It helps you to really cope and to forget about the day-to-day hurdles. So that's it. Okay, wow. Well, you talked about talking, speaking, and I think as interpreters, we are compelled to speak whether we like it or not. So maybe it gets part of our daily activities. So I'd like to ask, maybe, well, if you don't mind, have you ever been faced in a situation where you have to choose between your work
and your family. Let's say maybe you're in the booth and you get news that your child is not feeling fine and you have to rush the child to the hospital. Or let's say you're to cover an important meeting and you realize, well, the day before that your child is not feeling fine. And doesn't it have a toll on you, on your mood? Are you going to stay focused, distracted, or what has it been like? Have you been faced in such a situation where you have to choose between work and family? Well, there are so many instances where has occurred to me. And when you were asking the question, something just clicked to my mind. I remembered one of our lecturers back in those days when we were getting the training. He said an interpreter can be excellent. You have so many competent interpreters, but what really helps you to stand out is your soft skill. So I wanted to highlight this point because we are just human beings, and at times we just need a break. We just need a break, and it's not as if it's an emergency. The only emergency, like my mom always says, is in the emergency at the hospital. So if it's not in the hospital, if it's not a cry or die, no way. There's always a solution. So if I'm faced with a situation where I have to choose between this, my kids or my family life or my work life, I think I will, the truth just sets us free. I will just, you were taking the example of a situation where I'm in a booth and then my phone just rings and I have a situation that I have to cater to back home. I'll just tell my colleague, oh, please, would you mind? I have this, just give me a few minutes. It's not that I will just step out and leave the booth to the colleague, no, but I will definitely take a measure to, first of all, cater to that before coming back. But if it's not possible, then I will let the colleague know that this is what is happening. And I'm sure that as human beings, it can happen to me or to the colleague, and there'll be understanding. There'll be understanding. And with regard to an assignment that I may have turned down just because I had to prioritize my family life. This occurred to me last week, where my youngest one uh, had to stay with me home because her daycare was closing. How do you call that? Her caregiver was having an emergency. Voila, she had an emergency, and she said she won't be able to take care of her. And I had about 4 meetings on that day. And with the small baby, and she's no longer small, but anyway, it wasn't going to be possible. So I had to call the agency to let the agency to know that this is what is happening. I have a family. Anyway, you must not go into the details, but I had to let her know, the agency, that I won't be able to cover the meeting, all the meetings, because life happens. And when life happens, you prioritize what matters most, because your job will always be there because you choose your job, but you don't choose your family anyway. As a parent, you can choose because you wanted the kids, right? But um, your family is remains, what stays with you when you go on retirement. So you will really want to be mindful of how you do things in such a way that when you grow older, you will not be left all alone in your house, in your big house, with your big cars that you really strived to earn while you were working. So that's it. Wow, wow, wow. That's interesting. I wasn't expecting you to say you had up to 4 meetings. I was maybe expecting to hear I had a meeting or two, but four, and still you're able to juggle your way through.
That's very interesting. It really shows that as women, we can find a coping mechanism. We just need to think it through and, uh, well, to be inspired by people like you, because honestly, in that situation, I don't know what I would have done. First off, I would have gone crazy before thinking of a solution. So thank you so much. Thank you, dear participants. I hope you're paying attention to our guests because we'll have a question and answer session. And please feel free to ask your questions when the time comes, either by dropping them in the chat or you simply raise your hand, your electronic hand, of course, and the floor will be given to you. So thank you once more, Vinny, for sharing your experience with us. Okay, without further preamble, I'm going to introduce our next speaker and I will switch in French. Ok, I'll switch in French. Donc, alors, je vais de ce pas présenter notre troisième panéliste, Madame Simon Sarah, qui occupe aujourd'hui un poste de clé chez Mara, Flutterwave. Oui. Mara, Mara, oh, désolée, Mara, Madame Simon Mara, ok. Merci. Désolée d'avoir écorché votre nom. Je suis désolée. Qui occupe aujourd'hui un poste clé chez Flutterwave, une entreprise leader dans le secteur de la fintech. Dans ce rôle exigeant, elle travaille sur des documents stratégiques, des contrats commerciaux, des accords de confidentialité, des rapports de due diligence ou encore des documents liés à la lutte contre le blanchiment d'argent. Intéressant. Pour mener à bien ces missions, elle s'appuie sur un véritable écosystème d'outils de traduction augmentée. Donc, elle est une traductrice augmentée. Et j'entends par là dire, elle utilise les outils tels que SDL Trados, parmi tant d'autres, et elle intègre pleinement les apports de l'intelligence artificielle tout en faisant preuve d'une rigueur exceptionnelle dans la gestion terminologique. Mais son expertise ne s'arrête pas là. Avant Flutterwave, elle a collaboré avec d'autres entreprises innovantes comme Wazerpay, consolidant ainsi sa spécialisation dans les domaines juridiques et des technologies financières. Et parce qu'elle-même aime manier les mots sous toutes les formes, Madame Simo est également rédactrice freelance. Elle a notamment écrit pour des agences de contenu et partage régulièrement ses réflexions sur son blog personnel ainsi que sur LinkedIn, où elle a rassemblé une communauté de followers ou d'abonnés. Donc, cette femme de défi, experte en rédaction web, en marketing de contenu et en référencement naturel, aussi appelé Search Engine Optimization, elle est la preuve vivante qu'il est possible de conjuguer une carrière exigeante avec la vie de famille. Donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous invite, Madame Simon, à partager aujourd'hui avec nous quelles sont vos expériences, comment est-ce que vous arrivez à conjuguer votre vie de maman et de femme professionnelle. bonjour à tous, bonjour ou bonsoir selon le lieu où vous vous trouvez. Merci pour l'invitation. J'aimerais remercier Translat Pro et toute l'équipe de m'avoir convié et d'être sur ce panel avec des aînés, tant dans le domaine que dans la maternité, parce que moi, je suis une jeune maman, j'ai un nourrisson, et dit, je suis encore dans la tranche de 0 à 6 mois. Et je vais entrer directement dans le vif du sujet parce que j'ai beaucoup d'anecdotes déjà. Et avant même de vous dire comment j'essaie de conjuguer, je vais vous prendre un exemple. Tout à l'heure, j'ai dû couper ma caméra parce que l'enfant pleurait et je n'étais pas à l'aise. Et je me suis dit, mais il faudrait que j'essaie de voir ce qui se passe. J'ai dû allaiter l'enfant. Donc, juste pour vous donner un de ces exemples où, en tant que maman, on doit souvent faire des choix. Alors, qu'est-ce que je fais au quotidien? Déjà, ce que je veux dire, c'est que en tant que maman, on gère le postpartum différemment.
Pour certaines personnes, l'idéal, c'est le repos, mais moi, je n'ai pas voulu être différente. Je n'ai pas voulu me reposer parce qu'en réalité, au milieu de tous ces changements dans ma vie de mère, la seule chose qui restait, c'est ma profession. Pouvoir faire ce que j'aime au quotidien parce que lorsque vous devenez maman, tout change physiquement, psychologiquement, émotionnellement, vous devenez une autre personne. Et la seule constante au milieu de tout cela, c'est ma profession. Et en tant que freelance, j'ai la possibilité d'accepter ou de refuser des contrats. Et jusqu'ici, je ne refuse pas de contrat tant que euh, je peux m'organiser et travailler comme il se doit. Et comment est-ce que ça fonctionne au quotidien? En tant que mère, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc, il y a des jours où vous vous dites, je vais terminer mon travail, mais vous n'avez pas dormi, l'enfant n'a pas dormi, surtout lorsque votre enfant ne fait pas encore ses nuits, et on est encore dans la phase de bébé attachant. C'est un petit garçon, donc je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus attachant. Et par conséquent, il est assez difficile de planifier votre journée parce qu'il y a tellement de détails qui peuvent vous échapper. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez en bloc. Vous profitez de petites plages horaires où l'enfant dort, où l'enfant est assez calme. Il m'est arrivé de travailler en allaitant parce que j'avais des délais serrés et l'enfant, lorsque vous essayez de le poser, il ne veut pas, il ne dort pas. Et puis, vous êtes obligé de travailler en allaitant, vous êtes obligé de travailler en portant l'enfant. Tekla a parlé tout à l'heure de porte-bébé. Euh, il y a des porte-bébés. Il y a parfois, vous êtes obligé de déposer l'enfant parce que vous avez besoin d'un peu de concentration et que l'enfant est assez calme. Vous le déposez et puis subitement, il commence à pleurer. Vous êtes obligé de le porter à nouveau. Donc, c'est un peu ça. Et puis, au milieu de tout cela, il y a vous-même. Parfois, vous avez besoin tout simplement de vous retrouver. Vous avez besoin d'un peu de calme, surtout lorsque vous travaillez. Et en réalité, l'un des problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, c'est celui de la culture de la productivité. Ça veut dire tant en tant que maman qu'en tant que professionnelle, il faut tout le temps être productive. Lorsque vous êtes maman, il faut tout faire bien. Donc, on vous dit en tant que maman, vous devez avoir votre maison propre, votre enfant qui a bien mangé, votre enfant qui ne pleure pas. En tant que professionnel, vous devez avoir fini vos projets à temps, vous devez faire tel nombre de mots par jour. Mais une fois qu'on devient maman, toutes ces choses-là s'effacent. Il y a des jours où vous pouvez faire plus de mots, parce que moi, en tant que traductrice, je ne suis pas interprète, mais en tant que traductrice, euh, il y a un certain nombre de mots que vous devez normalement faire. Ça, c'est selon la norme. Mais une fois qu'on devient maman, il n'y a plus vraiment de norme. Le plus important, c'est de terminer vos tâches. Et il m'est arrivé de travailler beaucoup plus de nuits que de jours n'ayant pas dormi en journée. Ça veut dire que vous n'avez pas dormi en journée. Et lorsque l'enfant dort dans la nuit, au lieu de dormir, vous êtes fatigué, bon, vous êtes obligé de terminer. Et puis, mais c'est tellement gratifiant aussi en même temps. Parce que, vous savez, on peut le faire de manière assez bancale. C'est pour ça que je dis, la maternité, il n'y a pas réellement de mode d'emploi. Tout se passe au feeling, vous vous organisez comme vous pouvez. Vous pouvez compter sur des gens qui vous aident. Si vous avez un partenaire, il vous accompagne, votre famille également, elle vous accompagne. Et c'est très important de déléguer les tâches. Parce que vous savez, souvent on a cette culpabilité-là en tant que maman de se dire, je dois tout le temps avoir mon enfant dans les bras, surtout lorsqu'on est une nouvelle maman. Il faut tout le temps le porter. Et puis, si vous le donnez à une autre personne, vous avez souvent cette impression-là que, ah, mais peut-être que je me détache un peu trop vite de mon enfant, peut-être je ne suis pas une si bonne maman que ça. Mais pas du tout. Je discutais avec une collègue et on se disait en réalité, être maman, c'est être heureuse déjà dans ce que vous faites pour pouvoir donner également de l'amour à votre enfant. Donc, si vous pouvez non seulement profiter de ceux qui vous aident, vous pouvez également Please allow me to walk. Come watch a cartoon. Come watch cartoon, my boy. Can you please catch your mic? Oh, sorry.
Thank you. Et aussi la beauté, c'est la beauté aussi de d'avoir les enfants. C'est très beau ça. Effectivement. Donc, vous pouvez profiter de votre support system, tel que vous l'avez dit tout à l'heure. Vous pouvez également vous faire accompagner par des aides. Ça, c'est très important et ça n'enlève en rien le fait que vous soyez une bonne maman ou une bonne professionnelle. Des aides tant dans le domaine de la traduction que, en tant que maman. Donc, il y a cela. Et puis, parce que lorsqu'on est freelance, on travaille, on fait dans le freelance, on ne travaille pas tout le temps. Donc, lorsque vous n'êtes pas dans les périodes de pic, vous vous reposez, vous en profitez. Vous profitez de vous-même, vous profitez de votre enfant, tout en sachant que pendant les périodes de pic, où vous ne pourrez peut-être plus porter votre enfant constamment, voilà, vous serez toujours une bonne mère. Vous serez tout simplement un humain qui essaie de faire ce qu'il ou elle aime et tout en essayant de jongler avec son enfant. Wow. Merci infiniment pour ce partage. Et donc, vous aviez mentionné que vous avez eu à travailler en allaitant. Je vois la main de Stéphanie Ngola. Je pense que ça m'a élevé. Je ne sais pas. Stéphanie, aimeriez-vous réagir ou alors enchérir sur ce que... Oui, Stéphanie. Oui, bonsoir à tous. Merci déjà aux panélistes pour le partage de leur riche expérience de maman interprète. Alors moi, j'ai plus qu'une question, mais davantage une préoccupation. Et j'espère vraiment que je vais trouver une réponse agréable à ma question. Alors, ça s'adresse à toutes les panélistes, hein, n'importe laquelle peut me répondre si elle le souhaite. Euh, Nous évoquons ici la question de l'association de la vie professionnelle à la vie privée. Et tout au long de ces échanges, de ces présentations, j'ai davantage entendu du moins une configuration, je vois une configuration mère-enfant. Mais des enfants, ils ont des papas aussi. Alors, la question, c'est à quoi ils servent. Si une mère doit rentrer en cabine avec un enfant, annuler des réunions parce que on l'a appelé pour un enfant, à quoi servent les conjoints dans ces circonstances? C'est très important parce que euh, c'est des séances d'éducation aussi pour des cadets qui sortent de l'école et je souhaiterais que l'accent soit également mis sur le rôle du conjoint dans la vie professionnelle d'une traductrice. Il y a un partage de responsabilités et un soutien mutuel qui doit être apporté. Ça, c'est la première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, c'est la traductrice à tout faire, ou l'interprète à tout faire, qui s'occupe des enfants, de la maison, des familles, etc., du monde entier. Alors, qui s'occupe d'elle dans les cas, par exemple, de trauma vicariant, parce qu'il faut le dire, les interprètes parfois souffrent de trauma vicariant. Ils souffrent également des fatigues de compassion et d'épuisement professionnel. Sont sujets au stress et à une anxiété élevée. Alors, qui s'en occupe après? L'idée étant qu'il ne faut pas perdre de vue qu'avec le temps, à force de vouloir soigner tout le monde, on finit par être celui qui est malade et qui rend tout le monde malade. Alors, est-ce que euh, euh, nos panélistes peuvent un peu décaler le débat sur le rôle des conjoints? C'est très important pour les autres aussi. Et il ne faut pas perdre de vue que la question du conjoint vient également avec la question du choix du conjoint quand on fait un certain type de métier. Et c'est très important pour les générations à venir. Merci. Voilà, merci infiniment pour vos questions. Euh, Mrs. Ayuka. wow.
Would you like Really? us to jump in? Yes, so I just want to officially open the Q&A session because so many hands are raised and I want everyone to be opportune to ask the question. So please, you have the D'accord. floor. Uh, Thank you thank so you. much. Thank you so much, Stephanie Ngola, for this relevant question. I will now switch into French, since it's my mother tongue. Alors, merci beaucoup, Stéphanie Ngola, pour cette très belle intervention. Vous faites très bien de le dire. Je m'attendais même à cette question de la part de notre modératrice quant à notre choix et notre mode de vie en tant que traductrice-interprète autonome. Et vous faites très bien de le dire. Le choix du conjoint est primordial, surtout pour cette fonction que nous avons décidé d'embrasser. C'est assez délicat parce que, euh, vous voyez, si vous décidez d'être traductrice ou interprète, ça suppose que vous allez soit être tout le temps devant la machine à des heures indues et ça pourrait ne pas conforter votre conjoint ou partenaire parce que c'est pas tout le monde qui est marié, mais on a des partenaires de vie ou bien des personnes qui nous accompagnent dans notre vie amoureuse et émotionnelle. Donc, voilà. Donc, on voudra donc garder à l'esprit de savoir comment choisir cette personne-là qui va nous aider à nous épanouir professionnellement. C'est vraiment primordial. Elle a très bien fait de le souligner parce que tout part de là. Moi, j'aime bien le dire que un corps sain dans un esprit sain. Et on ne saurait bien exercer son travail s'il y a des choses qui se passent vraiment, pas, qui ne se passent pas bien à la maison. Parce que quelqu'un qui est bien et constitué, qui a cet équilibre familial, émotionnel, et pour qui on remplit tous ces vases-là, ne pourra que très bien faire son travail et exceller. Également, si vous êtes interprète, ça suppose que vous allez certainement aller à des missions, que ce soit dans une autre ville, dans une autre région, province, ou bien dans un autre pays même. Comment est-ce que l'on fait si l'on est tout seul avec son partenaire ou avec des enfants, sans ce point d'ancrage, ce qu'on appelle le support system? Comment est-ce qu'on compose avec tout cela sans toutes ces personnes-là qui vont nous accompagner à nous focaliser uniquement ou pendant une période donnée à notre travail. Donc, c'est très bien de le relever. Donc, si vous voulez vous marier, si vous voulez être en couple, peu importe vos, vos objectifs de vie, il faudra choisir la bonne personne. Et ça s'applique également pour tous les autres corps de métier. Vous pouvez également avoir pour conjoint, imaginez-vous, un foyer qui a un chirurgien et une interprète ou une traductrice. Ça va donner quoi? Parce que lorsqu'elle sera entre deux avions, lui sera entre deux blocs. Qui prend soin des enfants et on priorise ou on privilégie l'activité de qui au détriment de l'autre. Donc, il faut toujours trouver cet équilibre de telle sorte que, OK, aujourd'hui, c'est moi qui vis entre guillemets, et demain, c'est le conjoint ou la conjointe ou le partenaire qui s'épanouit également. Donc, toujours trouver cet équilibre-là et être flexible. On n'est pas inflexible dans la vie parce qu'aucune œuvre n'est d'abord parfaite, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, il faut toujours s'adapter. S'adapter. Il ne faut pas se dire, oh, tu avais dit qu'on se mariait ou bien tu avais dit qu'on se mettait ensemble, que tu vas me permettre, tu vas m'aider à m'épanouir, oh, je vais faire mes choses, mais maintenant, voilà, les enfants qui sont venus, c'est moi qui fais tout à la maison. Comment est-ce que on peut surmonter ces épreuves? C'est en rectifiant le tir et en s'ajustant au fur et à mesure. En anglais, on dit toujours you build the bridge as you're crossing, you cross the bridge as you're building it. C'est-à-dire que c'est en faisant en menant des activités que on se rende compte que ce projet-ci que je suis en train de réaliser, il faudrait que je m'ajuste au fur et à mesure parce qu'il n'y a pas de formule toute faite là. Non, 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 non. Vraiment très pertinent. Merci beaucoup, Stéphanie Ngola, pour cette brillante intervention. Et oui, voilà, avant de terminer, elle a parlé du trauma vicarien. Voilà, c'est très pertinent parce que là,
Et je m'identifie particulièrement à cela parce que, en tant qu'interprète judiciaire, parce que ça, c'est une des spécialisations que j'ai ajoutées à mon arc en ce moment-ci, et on doit s'attendre à ces traumatismes-là, parce que une interprète ou un interprète qui euh, côtoie au quotidien des affaires, que ce soit criminelles ou familiales, qui pourraient peut-être ramener cette personne à son enfance ou à des souvenirs qui pourraient peut-être nous parler, ou bien même, ça peut ne pas être une expérience vécue, mais ça peut être que la situation est tellement lourde émotionnellement qu'on ne peut pas s'en sortir. Mais la bonne nouvelle, il y a une très bonne nouvelle, c'est parce que la bonne nouvelle, c'est que si on fait bien ses classes, si on coche toutes les cases, c'est-à-dire que si on s'entoure des bonnes personnes, d'un bon partenaire, si on s'entoure peut-être de c'est pas, ces services-là dont on a besoin pour bien faire son travail là, si on est de ce côté de, de l'océan Atlantique, les choses sont plus faciles. Il y a des professionnels, il y a des thérapeutes qui nous aident également, mais tout cela, Oui. ça doit être de façon intentionnelle. Parce que vraiment, on ne peut pas s'en sortir tout seul, on ne peut pas vraiment embrasser tout seul parce que à la fin de la journée, on s'essore, on s'épuise et on se meurt. Donc, prenez soin de vous, chère dame, prenez soin de vous, parce que le monde ne prendra pas soin de vous du tout. Merci infiniment pour votre intervention, Winnie. Alors, J'aimerais j'aimerais savoir. rebondir, ok. Oh, d'accord, d'accord. Oh oui, 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 la parole est à J'aimerais vous. rebondir sur un aspect de sa question parce que je pense que sa question est assez pertinente. C'est vrai que la responsabilité, la parentalité est une responsabilité partagée, ça c'est vrai. Et le fait qu'en tant que femme, on expose nos défis et autres ne veut aucunement dire que les hommes n'ont pas également de défis. Peut-être que si Translate Pro organise également un événement pour les papas, ils nous parleront mieux de leurs défis. Toutefois, euh, vous savez, les choses, c'est pas forcément blanc ou noir. Je m'explique. Il y a des besoins biologiques que seule la mère peut compenser. Raison pour laquelle l'enfant peut souvent être beaucoup plus proche de la mère. Par exemple, si vous êtes une femme qui est encore en pleine phase d'allaitement, bah, votre mari ne peut pas allaiter. Raison pour laquelle vous allez vous retrouver très souvent avec l'enfant. Mais au fur et à mesure, peut-être que l'enfant grandira, votre partenaire pourra passer un peu plus de temps avec l'enfant lorsqu'il sera un peu plus autonome aussi. Donc, c'est tout ce que je tenais à ajouter. Ah, d'accord, Mara, c'est vraiment très pertinent. Mais il y a la bonne nouvelle pour nos collègues qui nous écoutent là, les hommes. Non seulement l'enfant a besoin que l'on satisfasse ses besoins physiologiques dont vous avez parlé là, mais il y a des astuces. Comme vous dites là que oui, c'est pas le papa ne viendra pas allaiter, mais vous pouvez exprimer du lait. Vous pouvez exprimer du lait de temps que le papa ou bien le partenaire ou bien quelqu'un d'autre, ça peut ne pas être. Il y a des parents qui sont solos, il y a des mamans seules, il y a des papas seuls. Donc, on est en train de voir un peu, de ratisser plus large, d'être plus flexible, de telle sorte qu'il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place pour que nous puissions être axés et les yeux rivés sur notre carrière professionnelle sans pour autant que ça ne vienne créer une rupture dans, dans notre cheminement. Donc, les hommes, vous avez déjà cette astuce-là. Donc, alors, c'est quand votre épouse ou bien partenaire ou soeur va dire, ah non, non, c'est moi ceux qui prends ton enfant, vous allez dire, ben non, exprime du lait, tu me donnes, toi tu vas dormir, tu vas te reposer, tu as besoin du temps pour toi-même, et puis moi je vais prendre la relève. C'est une option. Il y en a qui le font très bien, hein, et, Ouais, c'est vrai. et c'est pas pour nous déplaire. Non, c'est une très belle option. Mais j'ai aimé, tu as dit, en fait, il faudrait vouloir. Ça, c'est pour celles qui le veulent aussi. Il y a cet aspect à ajouter. Parce que je ne pense pas que ce soit toutes les femmes qui veulent forcément exprimer du lait et puis demander au papa euh, de nourrir l'enfant. Mais pour celles qui ont envie de le faire, elles ont cette option-là. Mais pour celles qui ne veulent pas le faire et qui décident de passer du temps avec, un peu plus de temps avec l'enfant, qui se retrouvent constamment avec l'enfant et qui viennent exprimer et parler de leurs défis, ça ne veut pas dire qu'elles sont, je sais pas, entre guillemets, malheureuses ou surmenées forcément.
Et même si elles le sont, elles peuvent bien aimer ce surménage-là. Voilà, merci mesdames pour vos avis. Alors, Thècle, aimeriez-vous enchérir sur ce que les autres panélistes ont dit? Ah, de toutes les façons, pour éviter qu'on ne tire de long en large sur une seule question, surtout qu'il y en a d'autres, je me suis gardée d'intervenir sur celle-ci, peut-être pour laisser le soin à d'autres de poser leurs questions. Mais le fait d'écouter mes copanélistes me fait penser à quelque chose et de revenir sur ce point qui est très important et qui est celui de la responsabilité. Et c'est un concept que j'ai appris à chérir davantage depuis que je suis devenue une mère. Parce qu'il y a l'amour et il y a la responsabilité. Le fait d'avoir un enfant et de lui donner de l'amour, de prendre soin d'elle, c'est une très bonne chose. Je le fais parce que oui, j'aime mon enfant. Mais à côté, il y a la responsabilité. Si je ne le fais pas, qui le fera? Et on a bien fait de parler de responsabilité partagée, c'est-à-dire que de la même façon que moi je suis consciente de la responsabilité qui est la mienne, de m'occuper de cet enfant, la personne que j'ai en face de moi devrait partager le même degré de responsabilité par rapport à cette personne. Et une fois, par rapport aux enfants ou à la progéniture, une fois qu'on le fait, on ne perçoit plus la parentalité comme étant un fardeau. Parce que j'ai bien apprécié la question, mais j'ai eu l'impression que la question abordait surtout le fait de prendre soin de sa progéniture comme étant un fardeau. Une fois qu'on sait que c'est notre responsabilité de le faire, on ne le voit plus de cette façon. Peu importe mon humeur, je peux avoir une mauvaise journée au travail, je peux me faire insulter, je peux être triste. Cela ne m'empêche pas de prendre soin de mon enfant une fois que je suis avec elle. Cette personne dépend de moi à 100%. Moi, en tant qu'adulte, j'ai la possibilité de payer des choix conséquents, de prendre soin de moi, de décliner des réunions, par exemple, de donner à ma carrière la trajectoire que je voudrais lui donner parce que j'ai la possibilité de décider pour moi. Mais j'ai en face de moi des personnes qui ne peuvent pas décider pour elles, qui ont un âge qui ne leur permet pas de prendre ces décisions et qui ont besoin d'un accompagnement à 100%. Donc, une fois que je l'ai intériorisé et que je m'occupe de mon enfant, avec ou non l'autre partie, et une fois que si l'autre partie est présente, elle a également intériorisé, ça devrait aller comme sur des roulettes, à quelques exceptions près, parce qu'il faut toujours pouvoir communiquer ses besoins. On peut avoir des besoins que on suppose que l'autre personne a compris sans forcément avoir besoin de communiquer. Si la personne a besoin de plus de communication, on peut communiquer à ce sujet. Mais toujours et toujours se rappeler que ces personnes qui dépendent de nous à 100% et qui ne peuvent pas décider pour elles-mêmes sont notre responsabilité dont on ne devrait en aucun cas se défiler. Si on veut se défiler, c'est qu'on confie la progéniture à qui? Je ne sais pas. Tu fais Donc, très bien de c'est le tout ce que dire. je peux ajouter. Tu fais très bien de le dire, Tex. Ouais. Moi, j'adore cette citation même de ma mère. Mon enfant, mon temps. My child, my priority. Et elle est là à cet appel. Je suis sûre qu'elle sourit du haut de son fauteuil parce que ça rejoint ce que tu viens de dire. Parce que le fait de prendre soin d'un enfant ne devrait pas constituer un fardeau. C'est une responsabilité, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente ou qu'il fasse beau. Alors, ces enfants, surtout lorsqu'ils sont encore mineurs, bien entendu, parce que lorsqu'ils sont majeurs, ça c'est encore une autre affaire. Mais le plus important, c'est de toujours faire son travail de parent. Et tout dépend en fait, tout dépend de ses priorités, tout dépend de la trajectoire que vous voulez donner à votre vie. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime faire les choses convenablement et qui ne peut pas faire plusieurs choses de façon concomitante. Parce que c'est aussi souvent ça. Il y en a certainement qui te disent, ah non, je veux d'abord avoir des enfants avant d'embrasser une carrière de traductrice ou d'interprète, parce que non, les enfants vont venir empiéter, ou bien parce que le monde ou bien le secteur va nous, comment dire, va nous vomir, ou bien nous cracher, ou bien on va pas nous ouvrir les portes, parce qu'on, voilà, il y a tellement beaucoup d'idées qui peuvent nous trotter à l'esprit, mais il faut toujours garder à l'esprit de savoir que tout part de notre priorité. Si je veux avoir des enfants et je veux faire une bonne carrière, je dois me donner les moyens de le faire.
si je ne veux pas avoir des enfants, alors je me donne à fond. Ça veut donc dire que peut-être que je ne devais même pas venir à cette conférence parce que le thème ne conviendrait peut-être pas à vos aspirations. Donc, tout est vraiment une affaire de priorité et ne pas se perdre et ne pas perdre ces enfants pour lesquels nous travaillons. Très important. Et je Voilà. ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Je voudrais juste réagir par rapport à la deuxième partie de la question. Désolée, désolée. D'accord. Oui, parce que Madame Stéphanie Ngola a demandé, et qui prend soin de nous pendant qu'on prend soin de l'enfant, qu'on poursuit une carrière, qu'on court après des objectifs, et a invoqué l'idée du traumatisme vicariant et la fatigue de compassion, que je comprends très, très bien, surtout pour nous qui non seulement représentons une entité, celle qui est nous, et à certains égards notre progéniture et notre famille restreinte, mais qui avons aussi derrière nous des familles qui comptent sur nous pour X ou Y choses. Toutes ces personnes autour de nous, des amis, des connaissances. Moi, ce qui m'a aidé et ce qui continue de m'aider, c'est de fixer des limites. Il est important de fixer des limites, de réduire les sollicitations. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Par exemple, pendant la grossesse et même après, j'ai continué de traverser des situations familiales, y compris des membres de famille malades dont il faut s'occuper financièrement, émotionnellement, et j'en passe. Beaucoup de choses. Toujours se poser la question de savoir où est l'urgence. Quelle est l'urgence que je peux gérer? Quel est ce que je peux contrôler, ce que je ne peux pas contrôler, et en gardant à l'esprit que la priorité devrait être nous et les personnes qui dépendent de nous à 100%. Parce que c'est bien beau de vouloir résoudre les problèmes des adultes, de résoudre les problèmes de tous ceux qu'on a autour de nous ou des personnes qui peuvent prendre soin d'elles, mais il faut aussi penser à soi et penser à ceux qui ne peuvent pas faire sans nous. Donc, c'est en gardant cela à l'esprit que j'ai redéfini mes priorités, que j'ai limité mes sollicitations et que cela m'a permis de me concentrer sur ce qui compte vraiment pour moi. Okay, thank you so much for your timely intervention, ladies. So I see many hands are raised, amongst which men. Probably they like to defend themselves or something. So we are going to take three questions. Three persons, one question each. So the first will be Karine, Madame Karine Dumessi, followed by Pierre Masuma and Gaël Jojo. So please ask one question each. Thank you. So we'll start with Karine. Thank you. Thank you very much. Merci, Madame Ayouk, pour la parole donnée. Merci à nos différentes panélistes. J'ai suivi avec grand intérêt leurs interventions et j'avais une question justement qui se rapprochait un peu de ce que Madame Ngola a demandé. Alors, je vais plutôt faire une petite contribution à ce niveau et dire que personnellement, pour moi, traductrice interprète, maman de 4 enfants, tout est une question de priorité. Il faut Les préciser, choix de s'il vous plaît, il y carrière, en a deux, s'il vous plaît. Ne faut pas mélanger les propos. le professeur Ngola, Voilà, merci. Stéphanie, voilà. Donc, je disais, en tant que traductrice interprète, maman de 4 enfants, les choix de carrière que je fais aujourd'hui ne sont pas les mêmes que j'ai faits il y a 8, 9 ou 10 ans. Personnellement, quand les enfants étaient encore très petits, aujourd'hui, l'aîné a 13 ans, le dernier en a 4. Quand ils étaient encore tous en deçà des 6 ans, professionnellement, je rationalisais mon temps. Parce qu'à ce moment-là, comme Tech l'a souligné, c'est une période critique. Ils ont besoin de nous et pas seulement de nous, mais également des papas. Mais 4, pour le papa seul, ça ne le fait pas. Donc, il fallait rationaliser le temps professionnellement parlant. Maintenant, plus ils grandissent, moins ils sont dépendants et plus je peux me consacrer davantage à ma vie professionnelle. Donc, pour moi, il faut définir les priorités très tôt. Le choix du conjoint, on l'a déjà souligné. Il faut définir les priorités tôt et se demander quel temps est-ce qu'on est prêt à accorder à la vie familiale et à la vie professionnelle, à quel moment. Parce que de toutes les façons,
plus les enfants évoluent, moins ils dépendent de nous. Et donc, on est plus disponible à accepter davantage de réunions, à accepter davantage de projets de traduction, de transcription ou d'enseignement pour certains comme nous. Donc, je pense qu'être maman et professionnelle, c'est possible. Tout dépend de comment est-ce qu'on organise, de comment est-ce qu'on s'organise. Tout dépend de la priorité qu'on donne à quel stade de notre vie. Je crois que cela participe également du fait de nous permettre de concilier les deux et de se rassurer de ne pas léser l'une des parties. Maintenant, dans mon cas, par exemple, le soutien de mon conjoint, de mon mari, a été déterminant depuis la formation jusqu'à maintenant. Parce que chaque fois que je devais peut-être me déplacer pour une réunion, il avait la possibilité de rester à la maison avec les enfants et de s'en occuper sans rechigner. Maintenant, la famille également, les parents, les mamans, je les ai extrêmement sollicités. À un moment donné, elles se relayaient parfois à la maison parce que je n'étais pas disponible et il fallait quelqu'un de plus pour aider leur papa. Donc, je pense que tout cet écosystème-là est important, d'où le fait de se rassurer, d'avoir de bonnes relations, non seulement avec ses collègues du travail, mais également avec sa famille, parce qu'on a besoin de tout ce monde-là pour pouvoir s'en sortir. Comme le proverbe le dit, c'est pas avec une seule main qu'on attache un fagot de bois. Donc, je pense qu'il est important de définir très tôt ses priorités et de faire les choix qui s'imposent en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Merci. Merci infiniment pour votre contribution, Madame Karine Nadjoumissi. Alors, là, étant donné que le temps nous est compté, nous allons prendre 4 questions, donc 4 personnes. Donc, Monsieur Pierre, vous allez poser une question, suivie de Gaël Jojo, Charles Siaga et Adèle Onguéné. OK. Veuillez brièvement poser vos questions, s'il vous plaît. Merci. Thank you, Ms. Ayuk, for giving me the floor. Can you hear me? Loud and clear. Okay. Good morning, good afternoon. I don't know which applies to each and every one of us. I would like to start by congratulating the panelists on their great presentation. They've been very insightful, and it's a wealth of experience we can learn from. However, I feel like the panelists have been speaking from the standpoint of established professionals who can afford, after they have given birth, to pause and come back. But I also like that we turn our gaze to the situation of young mothers who also happen to be young professionals. How do they manage that particular situation, especially when they are new moms? They can't afford to pause their professional careers because it's merely starting. And we all know how competitive the job market is. And in that instance, they can't afford to rebuff any given offer. So I appreciate that the panelists also say a word on the perspective of young mothers. How do they address this particular situation when they happen to be young professionals? Thank you. Okay, thank you for your question. C'est Okay, un très bon Gail morceau. Jojo. Oui. So Gail Jojo, Charles Yaga, and Adele Ongene, please can you briefly ask your questions? Starting Okay, with Gail. okay, thank you very much. Bon, je remercie d'abord. J'espère que vous m'écoutez bien. Oui, nous écoutons, oui. D'accord, je remercie tous les panélistes, toutes les madames, les mamans, et je remercie également Translate Pro pour l'organisation de cette rencontre. Oui, j'ai entendu les mamans parler tout à l'heure, dire qu'elles travaillent souvent avec le bébé, soit en allaitant, ainsi de suite. Excusez-moi, j'étais un peu choqué. Je dis, hey, elle travaille avec les bébés. Est-ce qu'il n'y a pas souffrance et maltraitance dans ce cas où on travaille avec son bébé? Souffrance pour la maman qui est obligée de porter un bébé, d'allaiter un bébé alors qu'elle est en cabine, d'être dans cette situation inconfortable. Et maltraitance pour l'enfant qui subit la profession de sa maman. Est-ce qu'elles ne peuvent pas, les mamans, est-ce qu'elles ne peuvent pas travailler comme en entreprise? Ça veut dire quoi? Même quand on est freelance, on peut se dire, OK, je suis enceinte, dans quelques périodes, dans 2, 3, 4 ou 5 mois, je vais donner naissance à mon enfant et je vais prendre des congés. Ma question est de savoir pourquoi est-ce que ces mamans ne prennent pas de congés en se disant que tous les 3 prochains mois, vraiment, je suis en congé, je ne travaillerai pas. Oui, je prends soin de mon enfant et après, lorsqu'il est déjà après 3 mois ou 4 mois, d'accord, je reprends mes activités
professionnelle et pendant 7 mois, elle cause avec son mari ou son conjoint pour qu'il l'aide à passer cette période, parfois pas critique, mais à passer cette période. Voilà est ma question. Pourquoi cette souffrance, et cette maltraitance, et vous mentionnez du mot maltraitance envers l'enfant. Pourquoi pas se donner des congés pour régler ce problème de maternité et revenir après? Bon, ça c'était ma question, merci. J'aimerais bien répondre à la question. Je ne sais pas si je peux. S'il vous plaît, est-ce possible de prendre juste une troisième personne? Adèle, D'accord. ok. Adèle Onguéné, si vous êtes là, veuillez poser votre question. Merci pour la parole donnée, Madame Ayouk, et bonsoir à toutes et à tous. Je remarque que les échanges ont porté beaucoup plus sur le statut de maman freelance, mais j'aimerais savoir, pour celles-là qui ont eu à vivre les deux expériences, maman freelance et maman institutionnelle, quel serait le conseil que vous pourrez donner à une jeune femme carriériste, institutionnelle freelance, conjointe, mais également maman? Comment concilier les deux mondes, le monde institutionnel freelance et le rôle de maman? Merci. Okay, merci. Okay, so please allow me ask just the last person. There's just one more hand raised. Christelle Yotta. Please, the last question, Christelle Yotta, if you're around, can you please quickly ask your question briefly? Bonsoir à tous et merci pour cette faveur. Je n'espérais plus, mais comment on dit, quand il y a l'espoir, il faut vivre. Mais ma question, merci. Donc, sans toutefois susciter un esprit de comparaison, j'aimerais simplement recueillir le ressenti de nos panélistes. Donc, j'aimerais savoir, avez-vous l'impression d'être moins productive que vos collègues masculins? Parce qu'il arrive souvent qu'en conciliant responsabilité, maternité, vie professionnelle, donc on a l'impression de perdre en efficacité et en performance parce qu'on doit gérer l'enfant, on doit gérer le pour, on doit tout gérer. Donc, j'essaie donc pas si il vous arrive d'avoir ce ressenti, d'être peut-être moins performant, d'être à la traîne, de ne pas assez réaliser comme vos collègues masculins. Merci. Ok, merci pour vos questions. Merci à tous. Et sans plus tarder, nous allons donc passer la parole à nos panélistes pour fournir des réponses à vos questions. Donc, chers Excuse me, panélistes. sorry, I would like to go first if you allow me. Okay, yeah. Yes, I'm taking the floor first because I would like to provide a combined answer to the first 3 questions. Depending on who will take the floor, for me personally, I will provide the same answer to the 3. We have one colleague who would like to know what if the mother is still a burgeoning interpreter with not a not so well established career as us. And the second one would like to know why would we maltreat the child and suffer while breastfeeding or taking care of our child while we're interpreting or translating. And the third asked, and what if I'm an in-house with a partner and a freelance as well, and I would like to take care of a child? Well, the answer would be the same. I was a burgeoning interpreter when I had my child. I did not consider myself like the one with the most prolific career in interpretation when I was back home in Cameroon. Sure, I had a career, and thanks to great colleagues who took me by the hand to introduce me to the booth and colleagues, I was able to work and I was making my baby steps. But at that moment, I didn't really consider myself like the most seasoned interpreter in Cameroon. And then I came to Canada as an immigrant with the uncertainties that come along. You don't have a job, you don't have a place where to stay, you're still navigating the system, navigating the cultural shock, and then you acknowledge or you realize that you're pregnant. How do you go about it? I repeat, you don't have a career, you don't have a job, you don't even have a place to stay. You first have to look for a place to stay and start looking at what comes next.
taking one step at a time, thinking, where do I go from here? Am I continuing to be do I continue to be an interpreter? Do I look for another career which is going to make me earn money as quickly as possible to take care of my child? Or do I continue to push until I find my way on this market? So just to answer to your question, I was not a well-established interpreter when I had my child. And so now coming to the detail of my answer, I have not experienced maternity back in Cameroon. So I know both systems are very different. But from what I could see here, it really depends on the career path you want to give to your interpretation profession. Do you want to remain a freelancer? Do you want to work as an in-house interpreter? Because then if you choose to work as an in-house interpreter, you are entitled to what they call RQAP, Régime québécois d'assurance parentale, Régime québécois d'assurance parentale, in English, Quebec Parental Insurance Plan. That is, after you've worked for some time, you're entitled to that. Your employer stops compensating you and you receive compensation from the government, depending on the amount of your compensation and the amount of time you've worked before going on maternity leave. And the insurance plan is also works for partners, well, the person you had the child with. So both of you are entitled to that plan. I know the system in Cameroon is you go on maternity leave for about 3 months, but now there are nuances depending on if you work as a civil servant or you work for a parapublic company or a private company. Here, whether you work for the government or or for an employer, if you've worked for that institution or organization for some time, you're entitled to the parental plan. And so you can freely go on maternity leave, which I did. And this brings me to the second question: why would you maltreat your child or make your child to suffer when you can go on maternity leave? I remember I mentioned when I took the floor that I went on maternity leave for 6 to 7 months. So I went on maternity leave, and sorry, I wasn't maltreating the child. The child wasn't suffering. Just that there are instances when you have to work. I was just doing some little hustle on the side. It doesn't mean that I was working full time when I was on maternity leave. And then those days when the child was sleeping on my laps, I could work. And sorry, the child wasn't suffering or being maltreated because the child was either sleeping or breastfeeding. And I don't think when you're sleeping or breastfeeding, you're being maltreated. And there were instances where I had people taking care of the child while I was working. So here the child wasn't suffering. And so, as I was saying, I was on maternity leave, so the child wasn't suffering. I was entitled to that insurance plan, but I know it's not the same depending on where you are. If you're, let's say, a professional interpreter elsewhere in Cameroon, to be more specific, because that is one setup that I master the most. As a freelancer, you're not entitled to a pension plan. But if you work as an in-house translator or interpreter, no matter if you're a burgeoning interpreter or a full-fledged, you're entitled to some of these advantages, I guess. Now, coming back to where I am, if you decide to work as a freelancer, here you're not systematically or automatically entitled to the pension plan. It has to be intentional. You have to file your revenues. And once you file your revenues, you contribute to that plan and you become entitled to it. But that is something that does not come a priori. You have to file for it. You have to request it. And so it also depends on how much you make as a freelancer. If you do not make enough to be qualified for that program, then you will be faced with the same challenges. So it now depends on you to know what you want to do. Imagine someone who is pregnant, who doesn't have a career in Canada, and who is actively looking for a job. I could find that job. I'm not saying that I'm the most perfect person or the most hardworking person. It comes with grace.
But just to tell you that I was not the well-established professional that you think I were. So this is my part of the answer. And I hope this also answers the question of the colleague who would like to know if it is cautious or advisable to have a child now as an in-house interpreter or professional with a partner. It all depends, once again, on the career path you want to give to your profession. If you feel that if you have a child now, you have a safety net once you go on maternity leave, then why not? Then at this moment, the barrier will not be financial because you have some sort of compensation when you're on maternity leave. The barrier might be elsewhere. Maybe you're not ready, or you don't feel like having a child now is good for your career. Then it will depend on you. But if you're an in-house with with regular compensation, I don't see why you will not have a child. So I hope I've provided an answer to those three questions for those who were worrying, thinking that they have in front of them, I don't know, what prolific interpreter or translator can we name? Know that in front of you, you have struggling women who had to start over more than once and who had to do that while being mothers. Rightly said. This is perfect. I think this needs a round of applause. And then I will just chip in and to build on to from what you said, that at times it all takes decisions to be able to thrive in life. I may now switch into French for interpreters. Donc, pour rejoindre ce que Tech a dit, c'est en fait, c'est délicat. C'est délicat parce que au même moment, on voudrait embrasser une carrière, on voudrait bâtir ou fonder sa famille, mais tout dépend de votre cas d'espèce et même de votre vision de la vie. On ne saurait être tranché quant à voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire, parce que vraiment, ce n'est pas nous qui allons prendre les décisions à votre place. Donc, le plus important, c'est d'abord de se dire, qu'est-ce que je veux? Nous, en tant que femmes, en général, on, on ne se demande pas, on ne se pose pas la question de savoir, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'épanouit? Qu'est-ce qui me fait en sorte, qui me fait me lever chaque matin et me dire, ah, je suis tellement heureuse de faire cette activité, de faire ceci, j'aimerais bien faire ceci, mais non, malheureusement, on sait très bien ce qu'on n'aime pas, parce que ce qu'on n'aime pas, on l'a déjà subi, malheureusement. Donc, il faudrait peut-être commencer par poser des bonnes bases, se poser des bonnes questions. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et en gardant aussi à l'esprit le fait que ce n'est pas tout ce qu'on va désirer qui va nous être donné ou attribué peut-être sur un plateau d'argent. Non. Et pour ce, j'aimerais également relever que on peut vouloir un enfant à un moment T, mais cet enfant ne vient pas ou viendra jamais. Mais la carrière, on l'a choisie. On va toujours trouver un travail. On va toujours trouver un travail. Donc, pour celles qui voudraient peut-être se dire, OK, je mets d'abord en suspens mon désir de maman, mais qu'est-ce qui vous fait savoir qu'à ce moment où vous voudriez la nature ou bien, je ne sais pas, la, la, la santé reproductive sera de votre côté? Ah ben non. Donc, peut-être être plus flexible et se dire, OK, je peux faire les choses en même temps et bien m'organiser. Donc, pour répondre à la question de Pierre, qui s'est dit, OK, il y a des femmes qui viennent de commencer les bonnes bases pour bien durer. Je vois là que c'est peut-être un partenaire qui est vraiment soucieux du bien-être de sa partenaire, ce qui est d'abord fort louable. Donc, vraiment, bravo, parce que c'est vous qui avez pris la parole au nom des femmes. Bravo, bravo. Donc, j'aimerais dire, bon, posez-lui des questions, posez la question à votre partenaire, mais voilà, on a un bébé, bon, je suppose que on prend ce cas d'étude. Vous venez d'avoir un enfant. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce que tu aimerais qu'on puisse t'aider ou nous entraider pour arriver à nos objectifs, pour que chacun puisse être épanoui, parce qu'il ne faut pas que l'un soit heureux au détriment de l'autre. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien juger et trouver cet équilibre-là. Je meurs aujourd'hui, entre guillemets, que toi tu vives.
Donc, j'assure nos arrières et puis après, tu vas prendre le relais et c'est comme ça qu'on s'en sort. Et puis, pour la question de la dame, de Adèle, j'ai été traductrice institutionnelle au Cameroun et je peux vous dire qu'il y a tellement de mécanismes là. Vous parlez de quelqu'un qui a déjà un travail stable, permanent, institutionnel, ça veut dire que vous avez déjà des rentrées d'argent. Et ce qui veut dire que si c'est peut-être pour la fonction publique, le secteur public, vous avez des mécanismes, il y a des mesures incitatives pour les mamans qui vont en congé de maternité. Et si c'est également le privé, je pense qu'il y a également des mécanismes pour vous aider à, à- à faire face à la vie pendant ce moment d'inertie ou bien d'inactivité, on va dire ça comme ça. Et pour répondre à la question de Christelle, qui voulait savoir quel est notre ressenti, est-ce qu'on trouve que nous sommes moins productifs que les hommes? Je dirais que pas forcément. Tout dépend vraiment de la perspective, hein. Pas forcément parce que les femmes sont dotées de ces talents-là. J'aime souvent à dire des super pouvoirs parce qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. Une femme peut te faire à manger en même temps qu'elle écoute la radio, elle est là, elle suit les informations à la télé et c'est elle qui aide les enfants à faire les devoirs ou bien elle est en train de, je sais pas, de rédiger quelque chose. On fait des choses, plusieurs choses à la fois, mais efficacement. Malheureusement, les hommes, mais les hommes ne pourraient pas peut-être faire la même chose parce qu'ils ne sont pas conçus de cette façon-là. C'est ce que les études ont relevé, hein. C'est pas moi du tout, c'est pas moi qui le dis. Donc, cette capacité de faire plusieurs choses fait en sorte que lorsqu'on se dédie à une tâche, on s'y consacre et on le fait bien et convenablement. Donc, je ne vois pas pourquoi on va, c'est pas, courber les chines et se dire non, non, prenez votre place parce que on va toujours très bien arriver à nos résultats. Donc, voilà, c'est ce que je voulais apporter comme contribution. Merci. Ok, d'accord. S'il vous plaît, J'aimerais rebondir. Oui, juste, oui, n'oubliez pas, il y a Charles qui a posé la question, pourquoi ne pas prendre de congé en tant que maman et, euh, et femme de carrière? Donc, n'oubliez pas de répondre à ces questions également. Merci. D'accord. Idéalement, toute femme qui a accouché devrait prendre un congé. Mais je crois qu'on devrait également être réaliste. Toutes les femmes ne peuvent pas se permettre un congé. Ça, c'est la vérité. Et puis, tout dépend de si vous êtes traductrice ou interprète institutionnelle ou freelance. Si vous êtes institutionnel, on va vous donner un congé, mais si vous ne l'êtes pas et que vous n'avez pas de moyens, et je pense que pour revenir sur la question de Pierre, pour quelqu'un qui est novice, qui n'a pas de moyens, est-ce que vous allez lui dire, bon, il faut rester à la maison, repose-toi, comment est-ce qu'elle va vivre? Nous sommes des êtres humains, il faudrait être réaliste. Et dans ce cas-là, bah, elle pourra laisser l'enfant soit chez sa maman, soit chez sa belle-mère, si elle a un partenaire, laisser avec le partenaire. Il y a des options, les options ne manquent pas. Mais on ne peut pas lui dire, ne poursuis pas ta carrière parce qu'elle a besoin de vivre. Et maintenant, il y a une question où on a parlé de maltraitance d'enfants et autres. Je ne pense pas vraiment qu'il y ait maltraitance. Lorsqu'un enfant est soit avec sa maman en train d'être allaité ou bien le porte, bon, il n'est pas question de maltraitance, mais c'est juste une maman qui essaie de survivre. Et je pense qu'on devrait être un peu plus indulgente vis-à-vis des femmes parce que ce n'est pas facile. Et c'est vrai qu'on va dire, mais que font les papas? Les papas, ils sont là, mais ils se battent aussi parce que la responsabilité n'est pas que... il y a la responsabilité financière également. Ça veut dire il y a des papas qui se battent pour que leur famille puisse survivre. Est-ce que vous allez demander à ces mêmes papas-là de s'occuper des enfants? Je veux vraiment aller terre à terre. Déjà, il faudrait faire la différence entre ces femmes, ces professionnels qui travaillent par besoin de survie ou juste pour pouvoir satisfaire un besoin psychologique et émotionnel. Celles qui travaillent pour survivre, ça c'est un cas de figure et les solutions ne peuvent pas être les mêmes que pour celles qui travaillent juste parce qu'elles veulent s'épanouir. Donc, pour celles qui veulent s'épanouir,
et dont le conjoint est peut-être capable de prendre en charge toute la famille, est-ce que c'est encore à ce même conjoint-là de venir assumer 60, 70, 80% de la responsabilité de la charge de l'enfant? Ça veut dire porter l'enfant et il travaille quand? Bon, voilà autant de réalités qu'il faudrait prendre en compte. Donc, c'est pour dire que, en fait, c'est assez délicat, mais euh, chaque femme qui est professionnelle et qui se dit, j'ai un enfant, mais je pense pouvoir poursuivre ma carrière, je crois qu'elle a mesuré vraiment les pour et les contre. Et si elle ne l'a pas fait, ou du moins, ce que j'aimerais tout simplement dire, c'est que, en tant que professionnel, premièrement, le premier facteur, c'est d'avoir un très bon partenaire, si vous avez un partenaire. Mais pour celles qui n'en ont pas, bah, il faut savoir qu'elles sont à la fois le père et la mère. Elles doivent travailler et vous ne pouvez pas leur reprocher de travailler dans des conditions pas très conventionnelles, mais qui ne mettent pas la vie de l'enfant en danger quand même. Ça, c'est la première chose. Et une fois que si vous avez un bon partenaire et que vous décidez de travailler par choix, bah, vous ne pouvez pas dire qu'un homme qui subvient aux besoins de la famille à 80% devrait encore rentrer et se mettre à porter l'enfant toute la nuit. En tout cas, moi, je pense que ce n'est pas très réaliste. Et le but ici, c'est vraiment de partager les expériences et de rester dans le réalisme. Et la dernière question, entre traducteur in-house et freelance, vraiment, il faudrait qu'on se dise la vérité. Lorsqu'on est freelance, là, si vous travaillez, vous avez votre gagne-pain. Lorsque vous ne travaillez pas, vous n'avez plus de gagne-pain. Et lorsque vous n'avez plus de gagne-pain, si vous n'avez pas quelqu'un pour vous soutenir, ça devient compliqué. Donc, est-ce que vous allez donc prendre un congé? Et comme je l'ai dit au début, certaines même ne veulent pas prendre un congé. Parce qu'il faut le dire, moi, pendant la grossesse, je n'ai presque pas travaillé. Mais je me sentais déboussolée, j'avais l'impression de ne plus servir à quoi que ce soit. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Même je m'ennuyais tellement. Donc, lorsque j'accouche et que je commence à avoir des contrats, je n'ai pas envie de refuser parce que j'ai l'impression de revivre. Et ça fait tout simplement de moi un être humain. Okay, voilà. Merci à toutes. So I hope all your questions have been answered. And just before we part ways, I'd like to ask our dear panel members, do you have any piece of advice or best practices you could share with us for today? So the floor is given to any panel member who would like to share with us pieces of advice, coping mechanisms, or best practices. I think I will go first. And I would like to tell all the ladies out there listening to us to please occupy your space. Take your place. Don't limit yourself. You should not be the one to set limits for yourself because the sky is your limit. And the second one is take care of yourself. Take care of yourself. Pamper yourself. Irrespective of how difficult your job is, think about yourself. Like after a difficult translation project, difficult meeting, please give yourself a treat. It can be to a spa. I like a spa. I like doing my nails. I like doing my. Find something that you like and do that because it helps you to nurture and to keep up. Then the third one, and then I will leave it at that. Please, please, and please set limits, your priorities. You need to have priorities. When you say no to others, you say yes to yourself. Thank you. Thank you so much, Winnie. So in everything we do, we shouldn't forget ourselves. We should take care of ourselves, for it is important. Okay, Dek and Mara, would you like to share with us a few tips on how to juggle our way through being through motherhood and professionalism?
Je ne sais pas ce que je peux ajouter. On dirait que Winnie a lu dans mes pensées. Non. Les Je ne grands sais pas si esprits se si elle est rencontrent. entrée dans mes pensées pour me voler toutes mes idées. Donc, du coup, je ne sais pas ce que je devrais ajouter à cela. Juste peut-être revenir sur un commentaire que j'ai fait tantôt sur celui de s'amuser. Donc, ne pas percevoir sa vie de famille comme un fardeau, ne pas percevoir sa vie professionnelle comme un fardeau, s'amuser et donner le meilleur de soi, surtout professionnellement. Par exemple, une chose sur laquelle je ne négocie pas, c'est la qualité. C'est soit je fais bien, soit je ne fais pas du tout. Donc, je conçois mal le fait d'utiliser mon enfant comme un prétexte pour me défiler de mes responsabilités professionnelles, par exemple, ou dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas d'attaque, ou je ne suis pas au meilleur de ma performance parce que j'ai un enfant. Si déjà je ne perçois pas mon enfant comme un fardeau, comme mais plutôt comme une responsabilité, à plus forte raison, mon gagne-pain qui me permet de prendre soin d'elle et d'être épanouie. Donc, c'est une chose sur laquelle je ne négocie pas. Si vous voulez être des professionnels avertis et accomplis, ne pas négocier sur la qualité, renforcer ses compétences, en acquérir de nouvelles, utiliser plutôt votre vie familiale ou votre vie personnelle comme une source de motivation pour toujours en faire plus et ne se fixer aucune limite, justement. Merci infiniment, Tekle. Et finalement, Mara, auriez-vous Bon, quelque chose à partager? je n'ai pas grand-chose à ajouter. Juste dire qu'il ne faut pas se prendre la tête. Ça veut dire ne vous posez pas trop de questions existentielles, ne vous mettez pas beaucoup de pression. Vraiment, faites ce que vous avez à faire. Euh, Aimez votre enfant, aimez-vous, aimez votre profession. Aspirez à faire mieux qu'hier. Et pour celles qui aimeraient avoir des enfants et qui sont dans la profession, il faut vraiment essayer d'évaluer les enjeux. Est-ce que c'est la bonne période? Est-ce que je suis prête physiquement, émotionnellement, psychologiquement? Et puis, il faut pratiquer la gratitude. Parce que voilà, on arrive à survivre, vous allez bien, votre enfant va bien, vous évoluez. Bon, c'est assez, il faut dire merci. Okay, thank you. Thank you so much to all the panelists. And thank you, dear participants, for having stayed with us till the end. So my takeaway is you just need to be organized. You need to have clear objectives as well as a support system. So thank you, ladies. It was quite vibrant and we had so many shared experiences. And remember, this is inspiring talks, not women talk. So maybe subsequently we could have men's talk where men will be privileged to share their experiences with us as well as the tips and how they easily or how they juggle their way through professional life and being a dad. So thank you so much for your time and for your patience. It was quite an insightful session, and I hope you all enjoyed your stay here. So we'll be delighted to have subsequent inspiring talk sessions. Thank you and have a wonderful day, night, evening, morning, whatever the case may be. So thank you and goodbye. Thank you so much for having us. Bye-bye. Thank you. Okay, goodbye. Thank you so much. Bye, everyone. Bye. Bye bye. Thank you. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.